Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition. Si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan d'un mois d'avril qui aura été un mois un peu chahuté sur les marchés entre un nouveau choc de taux réels, correction obligataire, des taux longs qui sont remontés, à commencer sur le marché américain avec une diffusion à peu près mondiale, et de l'autre côté des marchés actions qui ont un peu retracé sans vraiment corriger. Nous ferons le bilan de ce mois d'avril avec nos invités de Planète Marché dans quelques instants. Est-ce que c'était une simple respiration légitime après 3, 4, 5 mois de rallye général un peu intense, ou est-ce qu'on change de régime de marché aujourd'hui avec la perspective de banques centrales qui auront peut-être un peu moins de marge de manœuvre que prévu. En tout cas, c'est l'option désormais que le marché a choisie quand il s'agit de réfléchir à la politique monétaire américaine. Ce sera d'ailleurs un des sujets de la semaine avec les conclusions de la réunion du FOMC qui seront rendues ce mercredi soir. On n'attend pas de mouvement sur les taux, mais le marché attend une communication un peu précise, peut-être pour la suite, après que les dernières données d'inflation ont passablement remis en cause l'idée de baisse de taux rapide et importante du côté de la Fed. Nous aurons également côté européen les premières estimations d'inflation pour le mois d'avril. L'Allemagne a publié tout à l'heure. Et puis demain, les chiffres de croissance, première estimation là aussi pour le premier trimestre pour les différents pays de la zone euro et pour l'ensemble de la zone euro. Voilà donc pour le programme. La microéconomie nous accompagne toujours bien sûr avec une semaine chargée en termes de publications. On suivra notamment les résultats d'Amazon ou encore d'Apple côté américain. Discussion à suivre sur ces sujets avec nos invités. Puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous évoquerons le thème de l'autonomie stratégique, de la souveraineté. Au-delà de la dimension politique, c'est un véritable thème d'investissement qui est en train de s'installer, notamment en Europe. Nous en parlerons avec les équipes de Tikeo Capital. C'est Raphaël Thuin qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Une semaine qui s'annonce chargée, mais qui débute dans le calme avec les publications d'entreprises. Le résumé du jour avec Pauline Gratel. Les bourses européennes commencent cette semaine timidement et en ordre dispersé. Le CAC 40 est à l'équilibre et tourne autour des 8100 points. À la une de l'actualité, faisons un détour par l'Asie. Au Japon, le dollar a franchi les 160 yens, soit un plus bas depuis 34 ans pour la devise japonaise, qui s'est ensuite brutalement redressée sous le coup probable d'une intervention des autorités monétaires sur le marché des changes. Rappelons que vendredi, la Banque du Japon avait laissé sa politique monétaire inchangée et le yen était sous pression depuis, alors que les marchés sont fermés à Tokyo aujourd'hui. Du côté des marchés actions justement, mais à Hong Kong, le Hang Seng est en hausse et poursuit son rebond entamé la semaine dernière. Depuis son plus bas niveau en janvier, le Hang Seng a repris 20%. Retour en Europe maintenant et plus précisément en Allemagne où les investisseurs ont pris connaissance de l'inflation pour le mois d'avril qui ressort globalement conforme aux attentes à 2,4% sur un an en données harmonisées après 2,3% le mois précédent. À la une du côté des entreprises françaises, Atos bondit de 17%. L'État français souhaite acquérir les activités souveraines d'Atos. Une annonce faite hier par Bruno Le Maire qui veut éviter que les projets stratégiques, surtout militaires, passe entre les mains d'acteurs étrangers. Atos a par ailleurs revu à la hausse ses besoins de liquidité à 1,1 milliard d'euros désormais pour cette année et pour l'an prochain. Attention toutefois, ce rebond de 17% est à mettre en perspective avec un effondrement de 80% du cours de bourse d'Atos en un an. Autre rebond spectaculaire, Philips qui s'envole de 40% à Amsterdam. Le groupe a accepté de payer 1,1 milliard de dollars pour régler un litige aux États-Unis concernant des respirateurs défectueux. Dans le monde des médias, Vivendi publie un chiffre d'affaires en croissance organique de 5,4% sur les 3 premiers mois de 2024. En parallèle de cette publication, le groupe confirme poursuivre son projet de scission en 4 sociétés indépendantes et cotées en bourse. Après cela, le titre évolue sans grand changement à Paris.
Tesla retrouve un peu de poil de la bête. Bilan de la visite de 24 heures à Pékin d'Elon Musk. Selon la presse, Tesla aurait signé un accord avec le chinois Baidu pour la conduite autonome. Tesla poursuit son rebond en gagnant encore 10% à l'ouverture de Wall Street. Un mot de l'automobile en Europe. À Francfort, Porsche lâche 4% au cours de la séance après avoir publié ses pires résultats trimestriels depuis que le groupe est coté en bourse. Notez que demain, c'est Stellantis qui publiera ses résultats en Europe aux côtés de Air France KLM, Capgemini et de Thales. Côté US, ce sont les chiffres d'Amazon qui seront publiés après la clôture demain soir. Côté macro, la journée sera très très chargée avec la première estimation de la croissance pour les pays de la zone euro pour le premier trimestre, ainsi que la première estimation d'inflation pour le mois d'avril. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés du jour sur les marchés résumées par Pauline Gratel en ouverture de Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chauvelier est à nos côtés, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Olivier de Béranger avec nous également, directeur général de la financière de l'Échiquier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Et Sébastien Lalvé à nos côtés également. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur général d'Arbevel. Quelle moitié du verre vous regardez à l'issue de ce mois d'avril, Sophie? On a une correction obligataire qui est quand même repartie de plus belle. C'est-à-dire que tout le rallye de novembre-décembre a été désormais complètement effacé sur des indices agrégés. Les taux longs américains ont franchi 4,70 ces derniers jours avant de se stabiliser sur cette fin de mois. Et dans le même temps, on a vu des actifs risqués, des marchés actions qui ont certes retracé de 3, 4, 5%, tout dépend où on regarde, mais sans vraiment corriger au-delà d'une petite baisse de quelques pourcentages. Oui, je pense que ce qui est notable, effectivement, Grégoire, c'est que dans ce mouvement de correction obligataire, les taux réels se sont quand même tendus de près de 70 points de base aux États-Unis. On avait fait un point bas à 60, on est revenu proche des 2,30. Il y a eu une correction, mais plutôt une résilience, en fait. Ça ressemble plus à une saine respiration de marché, avec une correction relativement contenue. En revanche, sous le niveau de l'eau, énormément de rotation, avec des secteurs qui ont été portés finalement par ce retour de tension obligataire dans un contexte économique qui reste porteur. Puisqu'au fond, pour les actifs risqués, ce qui compte, c'est pas tant les tensions obligataires que la dynamique économique. Donc les taux se sont retendus sur une dynamique économique qui reste porteuse avec de petites interrogations inflationnistes aux États-Unis, mais pas de remise en question profonde du scénario. Ouais. Donc plutôt une relative résilience des marchés et puis beaucoup de rotation. Alors, un peu de prise de bénéfices sur la partie technologique, qui avait énormément rallié, qui a poursuivi son rallye engagé depuis le début de l'année et depuis plusieurs mois, en faveur de secteurs plus cycliques, alors qui sont portés par d'autres éléments. On parlait hors antenne ensemble du rallye silencieux des financières européennes. Ouais. On a plus de 20% de hausse depuis le début de l'année pour le secteur en Europe. Absolument, qui ont bénéficié de valorisations extrêmement attractives, mais qui sont le cas depuis longtemps. Oui. Mais surtout d'une amélioration de leurs perspectives opérationnelles avec des taux qui sont redevenus positifs et finalement des niveaux de taux qui ne rebaissent pas trop vite. Ce qui, pour ce secteur, est un point positif. On a eu aussi le bénéfice des bénéfices très positifs sur le secteur des matériaux, qui sont aujourd'hui portés, notamment en partie par la stabilisation de l'activité en Chine. On parle moins du marché chinois pour des raisons évidentes, puisque le marché a contre-performé depuis longtemps, mais on a là une amélioration, une stabilisation, une légère reprise, même avec un premier trimestre qui a été un peu meilleur qu'attendu. Donc, un secteur des matériaux qui lui aussi est un secteur perçu comme décoté, value, qui a un peu porté le marché. Donc, pas mal de rotation dans ce marché, avec effectivement des interrogations, notamment autour de l'intelligence artificielle, etc. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a un peu de fatigue sur le thème de l'IA générative? On pourra en reparler. Sur la dimension macro, Olivier, où est-ce que vous vous situez aujourd'hui dans l'analyse? On a pu percevoir peut-être
des doutes, en tout cas des questionnements sur le couple croissance-inflation aux États-Unis notamment. Est-ce que ça reste quelque chose de solide, notamment en termes d'activité, ou est-ce qu'il y a un petit déréglage là entre le régime d'inflation qui garde un momentum quand même dynamique, on va dire, et une activité qui peut donner ici et là, sous la surface, comme le disait Sophie, des signes peut-être d'essoufflement à un certain point? C'est vrai qu'on a eu un petit peu une double déception la semaine dernière, avec une croissance un peu plus faible qu'attendue. Il y a un PCE qui semble toujours aussi difficile à converger vers les cibles de la Fed. Mais dans une semaine justement où on a eu ces indicateurs macroéconomiques, on s'aperçoit que la stratégie de racheter les retracements sur la bourse, elle a toujours fonctionné. Je regardais même la performance du S&P et du Nasdaq la semaine dernière. C'est la meilleure performance hebdomadaire de l'année. Donc ça veut dire que les mains qui sont prêtes à racheter, si ça corrige un peu, elles sont fortes. Ce qui ferait arrêter ce rachat sur repli, ça pourrait être soit des inquiétudes sérieuses sur la croissance. Pour l'instant, je pense qu'on les a pas aux États-Unis. On voit que la croissance, elle est ni à 5 comme c'était au troisième trimestre de 2023, ni à 1. Elle est autour du potentiel. Ça se situe un peu en dessous de 2. On reconverge vers ce niveau. Donc, pas d'inquiétude particulière en Europe. On est toujours mauvais, comme d'habitude. 0,5, ça bouge pas. Médiocre. Il n'y a pas d'anticipation. Donc, soit choc économique, soit politique des banques centrales qui seraient très écartées de ce à quoi s'attendent les marchés. Alors, ce qui est difficile, c'est de savoir à quoi s'attendent exactement les marchés, puisqu'ils sont particulièrement volatiles ou voire même volages. Mais pour la zone euro, en tout cas, il me semble que la baisse des taux, elle arrive. Et ça, c'est quand même un puissant soutien pour les actifs risqués. Je serais tenté de dire la baisse des taux, ce sera juin, ce sera juillet, voire même les deux, si on veut être un peu optimiste, parce qu'il ne faut pas oublier d'avoir en tête que le retrait de liquidité de la BCE a été particulièrement violent. Vous savez que les deux bilans Fed et BCE, ça faisait à peu près 9 000 milliards de leurs devises respectives. On est tombé à 6 500 milliards à la BCE. C'est-à-dire que les non-renouvellements des TLTRO, c'est quasiment 2 500 milliards de liquidités en moins. Donc maintenir des taux à 4,5, parce que je le rappelle toujours, les taux en zone euro, ils sont à 4,5 et pas à 4. Maintenir des taux à 4,5 avec une croissance à 0,5 et une inflation qui va sortir demain à 2,4, je trouve que si on veut détruire de la capacité industrielle en zone euro, il faut continuer comme ça et on va y arriver. Donc je pense sérieusement qu'on est sur le bon chemin et que donc il n'y a pas de raison que les actifs risqués européens baissent fortement. D'autant plus qu'on connaît toutes les histoires de décote historique par rapport aux États-Unis. Et même si on considère que ces baisses de taux un peu assurantielles, ou en tout cas vont permettre de redonner de l'activité économique, vont être profitables aux actifs risqués, est-ce que le fait d'avoir une Fed peut-être un peu coincée là, à court terme sur un horizon de quelques mois, et une BCE qui a désormais, comme vous le dites, tous les arguments pour y aller en juin, voire juin et juillet, est-ce que ça permet de privilégier des actifs européens par rapport à des actifs américains aujourd'hui, par exemple, sur les marchés actions en tout cas? Écoutez, moi j'ai commencé il y a 17 ans dans l'asset management et j'ai l'impression que tous les ans on dit c'est l'année de l'Europe. Donc probablement que cette année, c'est pas impossible que pour une fois... Hors effet janvier, parce que je sais que le 1er janvier, on a envie de repartir d'une page blanche dessous. Mais c'est pas complètement impossible. Surtout si, comme le disait Sophie, la tech... quand même un marché essentiellement américain qui se calme un peu, sans s'effondrer, mais simplement se calme un petit peu. On sait que nos indices sont un peu plus lourds en secteur bancaire, même si le poids n'a fait que diminuer. On sait qu'on a un biais sectoriel sur le luxe qui est important, donc s'il n'y a pas de récession, ce qui était quand même le scénario central il y a encore quelques trimestres, et ben on s'en sortira bien. Donc, oui, pourquoi pas. Il y a des arguments, quoi. Il y a toujours, on connaît les raisons négatives sur la zone euro, c'est la gouvernance, c'est le choc énergétique, on connaît toutes les histoires. Les prix du gaz sont quand même vraiment très, très retombés, très, très bas, sur la norme précédant la crise russo-ukrainienne. J'ai pas refait le pointage précis, mais depuis le point bas d'octobre ou de début novembre, l'Eurostock 50 démérite pas du tout par rapport au marché américain, y compris le Nasdaq, je crois. Donc, et si on prenait le Dow Jones, alors là, on le pulvérise. On le pulvérise. Bon.
C'est un moment européen, là, de ce point de vue-là, pour l'investissement action, Sébastien? Si on enlève ce qui monte, ça monte moins. Mais, c'est quoi, pardon? Quand on enlève ce qui monte, ça monte moins. Mais aux États-Unis, la semaine dernière est très bonne parce que Google et Amazon prennent plus de 10% sur leurs publications. Que ça représente... C'était Microsoft, hein. Amazon. Microsoft. Bien sûr. Représente X% des indices. Et... je crois qu'ils ont mis 250 milliards de market cap en plus sur la journée de vendredi. C'était fin février. Je crois que le S&P était à plus 20 sur un an. Mais si tu retraitais des 7 magnifiques, tu n'étais plus qu'à plus 5. Donc il y a cet aspect indiciel qui est lié aux pondérations. Mais on voit même, justement, point intéressant, les indices équipondérés, malgré le fait, l'événement Alphabet, Microsoft, les indices équipondérés rattrapent un peu quand même. Mais après, moi, par rapport à l'IA, parce qu'on a touché rapide, parce que c'était allons-y sur l'IA. Ce qu'on entendait sur Microsoft et Google. Moi, la semaine dernière, j'étais à TED, à Vancouver, pour les trucs globales, et j'ai écouté Demis Hassabis, qui est le cofondateur de DeepMind. C'est la personne derrière AlphaGo, AlphaSource, AlphaFold. Donc, c'est le cerveau. En fait, c'était 2 cofondateurs. T'en as un qui est patron de Google IA et l'autre qui est patron de Microsoft IA. Donc les 2 copains de chambrée anglais, là, ils ont fait du chemin. Et ma conclusion post donc Demis Hassabis, donc qui vous explique en fait à la louche pour ceux qui c'est intéressant parce que je pense que c'est dans la santé que les impacts vont être les plus extraordinaires. Et il disait que globalement, avant, il fallait 4 ans à un thésard pour passer du code ADN d'une protéine à sa représentation 3D. Et c'est avec cette représentation 3D de la protéine qu'on pouvait vraiment réfléchir à comment soit la bloquer ou la stimuler. Enfin, à la fin, on avait besoin de ce design, quoi. Il fallait 4 ans à un PhD pour 4 faire heures une protéine. Maintenant, en un an, ils en ont fait 200 millions. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc lui, il est derrière le jeu de Go, donc l'IA qui a battu le bien monde. sûr. C'était en 2016. Aujourd'hui, il a une IA qui est capable, à partir de 0, donc tu dis bonjour IA, tu apprends un nouveau jeu. Maintenant, cette IA est capable en 9 heures, après 9 heures d'apprentissage, de battre n'importe quel joueur d'échecs. 9 heures. Donc mon point, il est assez simple. C'est qu'aujourd'hui, en réalité, nous, grand public, investisseurs, on n'a absolument rien vu des applications de l'intelligence artificielle. Rien. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est sympathique, mais la vérité n'est pas encore... Ça veut dire que si on est optimiste, j'enlève tous les sujets éthiques, tout ce que vous voulez, un futur du travail, et ainsi de suite, ça c'est encore un autre sujet, mais par contre, ces modèles, ils existent, ils vont être... Et accessoirement, les 200 millions de protéines, elles sont en open source. C'est-à-dire qu'il y a déjà des milliers de gens et des millions qui peuvent en profiter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, en tant qu'investisseur, on va avoir dans les années qui viennent accès à des sociétés qui, sur la base de cette infrastructure créée par les GAFA, vont amener au marché des produits. D'accord. Donc en clair, en tant qu'Européen, pour répondre, c'est une façon longue de répondre à la question. Ça veut dire, ok, la bataille des infras, elle est perdue. Elle est perdue depuis longtemps, parce que c'est une histoire de capex, en fait. Par contre, la bataille des applications... Des usages et des services, elle n'a pas commencé. Donc au-delà de tous ces sujets, ce que je veux dire, c'est qu'en termes de stock picking, et puis c'est un peu le credo de nos 3 maisons, le futur existe. Après, ça veut dire que si ça va remettre en cause... tous les modèles de pas mal de choses, il faut être un peu ouvert d'esprit et se dire qu'est-ce que ça change. Le vrai sujet, c'est que alors on est très loin de la Fed, de la BCE, de tout ça. Ah mais non, mais c'est pas grave. On parle tous les jours. Mais le sujet, c'est qu'est-ce que ça change. Et je pense qu'en vérité, ça, on n'a pas commencé à se poser la question. Bon, la question est quand même combien tout ça va rapporter pour l'investisseur à la fin de la journée, en tout cas, Sophie. Alors, dans cette histoire de l'intelligence artificielle qui a été remise au goût, parce que l'intelligence artificielle, ça existe depuis longtemps, mais enfin, qui a été remise au goût du jour par l'intelligence artificielle générative, et surtout les commandes à NVIDIA, parce que c'est parti de là l'année dernière,
Ce qui est tangible, c'est effectivement toute la question de l'infrastructure que vous mentionniez. Ça part de Nvidia, ça descend chez tous les fournisseurs de hardware dédiés aux semi-conducteurs qui nourrissent, etc. Alors d'ailleurs, pas tous les semi-conducteurs, c'était d'ailleurs ce qui était frappant, c'est la discrimination qu'il y a eu au sein de ce secteur, très, très, très importante, très notable. Mais disons qu'on peut assez bien pister quels sont les gens qui gagnent de l'argent dans toute cette partie équipement. Ouais. Voilà, ça c'est assez clair, jusqu'au cloud, avec des chiffres très très tangibles. On a vu les chiffres de SAP récemment. Bon, vraiment une lecture qui peut être assez claire de tout ce qu'on gagne. Et là, je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est après où on ne sait pas du tout où on va. Toute la partie applicative est aujourd'hui absolument impossible à prévoir. Et donc, il y a un flou immense. Et quelque part, boursièrement, tous les gens qu'on a, entre guillemets, là où les doutes interviennent maintenant, c'est sur un certain nombre de logiciels, d'applicatifs, de machin, puisque, en fait, les cartes sont rebattues. Il va y avoir effectivement des gens qui vont venir avec des idées très disruptives, très compétitives, et on ne sait pas comment tout ça va se développer, va se déployer. Et je pense qu'on parlait un petit peu hors antenne de Meta. Ouais. Il y a eu beaucoup d'émotions autour de la publication de Meta, autour du CAPEX. C'est quand même normal de dépenser de l'argent pour en gagner. Ça ne devrait pas être si chaud. C'est 35 à 40 milliards de CAPEX. C'est le même ordre de grandeur chez des Microsoft ou autres pour développer justement chaque année, hein, bien sûr. Mais bon, c'était ce qui était prévu. Oui, c'est 5 milliards de plus que ce qui était prévu. Non, bien sûr, c'est un flux de CAPEX normal, on va dire, pour ce genre d'entreprise. Ils ont un peu échaudé les gens avec le métaverse. En fait. Oui, tout à fait. Il y a eu l'histoire du métaverse. Mais disons que jusqu'à ce qu'ils augmentent leur niveau de CAPEX de 5 milliards, les gens étaient quand même prêts à payer pour voir. Donc, mais parce que en fait, finalement, on arrive quand même à ce point où, sauf à être un ultra spécialiste et un insider, aujourd'hui, pour l'investisseur, ça va être difficile d'évaluer comment ces groupes-là vont réussir vraiment, concrètement, à monétiser et à quel niveau. Donc ça requiert requiert une certaine prudence. Et peut-être qu'effectivement, on va être un petit peu plus prudent sur le secteur. En tout cas, il y aura plus C'est assez paradoxal, parce qu'il y a un immense enthousiasme, comme l'a très bien décrit Sébastien, et en même temps, vous dites, sortie de Nvidia, ARM, TSMC, qu'est-ce que je fais, quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Microsoft a plu parce qu'en fait, ils ont expliqué qu'ils gagnaient, que concrètement, ils gagnaient de l'argent grâce à l'IA. Exactement. Mais que déjà, c'était du bénéfice. Quand vous achetez Copilot, nous, chez Arbevel, on a pris l'option Copilot. Eh ben, c'est X euros par mois en plus. Et ça vaut le coup. Non, mais t'es content de payer Copilot en plus du reste aujourd'hui ? Bah ouais. Mais je pense que En fait, c'est un peu comme Bloomberg. On a tous Bloomberg ici, et je pense qu'on utilise tous. Alors, si vraiment t'es bon, t'en utilises 5%. C'est ça. Donc, et voilà. C'est vertigineux, en fait. Et là, ce que tu vas faire, ça va prendre Copilot. Parce que sinon t'es has-been et après par contre il faut vraiment se former. Donc en fait le vrai sujet de tout ça de toute façon ça va être la formation, apprendre à faire des prompts. Aujourd'hui c'est un des métiers qui est super bien payé aux États-Unis. T'écris des prompts. Ça paraît con, mais... Oui, poser la bonne question. Non, mais c'est un truc... pas évident ça me parle. Poser la bonne question. C'est le renouveau des études littéraires. Alors, Sophie, vas-y. Posez des questions. C'est vrai que si on en vient aux aspects plus tangibles, au niveau d'un Microsoft, alors j'ai pas regardé la publi, mais la publi précédente, ils avaient dit quand même, bien entendu, parce que... Ils ont OpenAI, donc voilà. Mais ça ne représentait à ce jour, sur le trimestre précédent, que 1% de leur chiffre d'affaires. Donc bon... Voilà, ils n'avaient pas lancé Copilot, je pense, le trimestre précédent. Là, ils ont les premières ventes de Copilot au niveau un peu mondial. Ça va accélérer. Ça, c'est un premier produit, effectivement, tangible. Oui, mais alors, qu'est-ce que ça va cannibaliser aussi ? Aujourd'hui, ce qu'on voit quand même dans le logiciel, c'est que toutes les entreprises qui doivent faire des investissements ont abandonné certains produits pour se concentrer effectivement sur ces investissements, mais ils en ont abandonné. Donc il y aura des gagnants et des perdants, il y a vraiment une redistribution. On en parlait la dernière fois avec Sébastien quand vous êtes venu. Le marché a décidé par exemple que Téléperformance allait être détruit par l'IA, quand Publicis allait bénéficier d'un levier avec l'IA qui était spectaculaire, ça redevient une boîte de croissance, etc.
comme tu disais, on verra dans 3 ou 5 ans, peut-être même avant, où on en est. Bon, sur l'avenir de l'IA, thème passionnant évidemment, avec en plus grosse plateforme d'analyse technologique aujourd'hui, autour des financeurs d'échiquier, de la banque je vais résumer ce qui vient d'être dit. En disant, il y a 6 ans, on a lancé le premier fonds qui investissait dans les valeurs d'intelligence artificielle en Europe. On vous regardait avec des soucoupes. On nous regardait comme ça. Il y avait de mémoire en trafiquant un peu la liste investissable, on a trouvé 80 valeurs. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de centaines de valeurs. Si vous prenez les enablers, les bénéficiaires, on a sûrement passé plus de 1000, quoi, largement. Là, il n'y a plus de... Donc voilà, c'est un peu illustratif de l'explosion de ce marché. Après, qui va gagner de l'argent ? On le saura effectivement dans plusieurs années, mais ce n'est pas en trimestre, c'est en années que ça va se compter. Pour être un peu plus pragmatique sur le plan des Max 7, alors il y a l'IA, il n'y a pas que l'IA, etc. Mais quel bilan vous faites là ? Bon, il reste Amazon et Apple. Très bon pour Alphabet, sans problème pour Microsoft. On a vu Meta qui a un peu inquiété en tout cas les investisseurs. Et puis Tesla qui a pu rebondir sur sa publication. Qui est-ce que j'oublie encore ? C'est à peu près tout ce qu'on a eu dans les 7 magnifiques. Mais en tout cas, avoir des parcours boursiers beaucoup moins homogènes. Vous le disiez tout à l'heure, c'est normal de passer par cette phase-là. Ça permet de justement s'intéresser à autre chose. Le marché tournait un peu en rond autour de ces 7 valeurs. Oui, je crois que c'est à la fois discrimination, c'est-à-dire que les valos atteints, notamment par Tesla, quand même, ça défiait l'entendement. C'est pas forcément la même chose sur Nvidia, même si la marge, on en avait parlé d'ailleurs ici, de 70% va être dure à maintenir. Donc, discrimination, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et puis, vous le signalez tout à l'heure, si on regarde depuis le début de l'année le S&P Equal Weight et le S&P, en gros, c'est la même performance. Ça y est. Autour de 7-8%. Enfin, ça dépend à quel moment vous regardez, mais on est à peu près à la même performance. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour nos métiers à tous les trois. C'est que ça sous-entend que la sélection de titres, le stock picking, va peut-être revenir un peu au goût du jour. Donc, moi, c'est à partir de là que je vois que ce Magnificent Seven, en fait, il a été construit par un peu ex post, en regardant ce qui avait le plus monté. On se dit, tiens, on fait un groupe. Les granolas, à un moment, ça marchait un peu moins bien, donc on change. City avait fait une nouvelle liste. Oui, c'était quoi, les Seven Wonders ? Non, c'était les granolas. Ce qui a monté. Ouais, d'accord, c'est ça. Qu'on puisse encore faire notre... les Max 7, la cohérence des Max 7, c'est quand même le côté tech et la taille des entreprises, quoi. Oui, mais quand vous voyez que, par exemple, l'indice des constructeurs automobiles aux États-Unis, year to date, c'est négatif, mais ils sont tous en hausse, sauf Tesla. Vous voyez le poids absolu et relatif qu'avait pris Tesla, et ça, c'était peut-être un peu exagéré. Bon, il y a un peu de fatigue, c'est normal, sur ces valeurs-là, ces méga caps américaines. Oui, non, pas spécialement d'ailleurs, j'en sais rien. On a vu Nvidia a pu corriger, alors c'est rien, 20% du pic au creux. Moi, j'en parle à chaque fois, je radote, mais la réalité, c'est tout à l'heure quand Olivier disait les mains qui sont... C'est plus des mains, c'est des algos en vrai, donc le marché il est exclusivement momentum. Vous faites n'importe quelle analyse de ce qui marche depuis 3 ans boursièrement, c'est le momentum. Donc, et aujourd'hui, c'est les algos c'est pas les stock pickers, c'est pas les gérants actifs, c'est la gestion passive qui est essentiellement investie dans les marchés financiers aujourd'hui. Donc, ça accentue les mouvements. Donc voilà, il y a eu un mouvement qui s'est accentué. Là, ça effectivement, ça plateau. Mais ça joue dans les deux sens, j'imagine. Oui, mais c'est évidemment... Mais au-delà de ça, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'en 2024, aujourd'hui, on se pose la question, on est dans un marché qui a ignoré les valorisations pendant des mois, qui les ignore plus ou moins toujours, mais il y aura un retour. Et d'ailleurs, le private equity, aujourd'hui, est très présent pour expliquer que lui, c'est compté, et que ce que le marché ne veut pas valoriser, lui, le valorise parce qu'il a plein de sous, et que acheter des boîtes sur les multiples comme ça, c'est quand même super intéressant. Il y a d'autres sujets. Vous parliez tout à l'heure des matières premières. On est dans un monde qui va rentrer en pénurie de cuivre en 2024. Ouais. Donc entre l'offre et la demande de cuivre, ça va être... voilà. Donc voilà, et ça y est, tout le monde s'en foutait. Nous, on connaît bien Nexans, on demandait toujours au patron de Nexans. Ouais. Et pourquoi le cuivre ne monte pas ? Alors, mais Sébastien, c'est toujours la même chose.
C'est-à-dire que le mur arrive, mais tant qu'on ne le tape pas, il se passe. Ouais. Donc, là, Bon, il y avait des stocks en Chine qui ont été apurés, etc. Enfin, là, ça y est, c'était le nickel, ça aussi. Et là, ça y est, ça monte. On voit la grosse opération potentielle. je sais pas si c'est au bout, mais en tout cas, ça résonne comme l'idée que Donc, oui, il y a beaucoup des sont en train de se préparer sur comme ces questions je trouve qu'on de métaux et de matières il y premières. a c'est le côté, je pense que ça a été accentué avec les algos, mais il y a ce côté parfois frustrant des boursiers, juste quand ils ne sont pas dans les flux aussi, hein. C'est qu'il y a des modes et qu'à un moment, on passe à autre chose. Peut-être qu'on on va passer à autre chose. Mais regarde, on peut faire monter et les banques et la tech en Europe. Il y a des modes, je suis d'accord, mais bon, je trouve qu'il y a quand même une... C'est cohérent. Après, tu regardes aujourd'hui la trajectoire des résultats. Mais je dis pas que c'est pas cohérent. Des années, elle monte. Donc après, sauf qu'il y a des actifs qui ne montent pas en harmonie avec ces résultats. Ça, c'est les small caps pour des questions de flux. Ah oui. Ça, c'est autre chose et ça reviendra. Et d'autres, à un moment, la banque, effectivement, pendant un moment, tout le monde s'en moquait parce que c'était pas dans l'air du temps. Et tac, c'est 20%, c'est vrai que c'est pas médiatique. Mais 23 a déjà été une excellente année pour le secteur bancaire. Je parle sous le contrôle d'Olivier, de Sophie. Tiens, à propos de value et de matières premières, oui, je sais pas, effectivement. Alors, si on regarde justement dans l'idée de cette rotation que vous décriviez, Sophie, est-ce que, si on a le droit, est-ce qu'on peut se réintéresser à des secteurs comme le secteur pétrolier, comme le secteur des ressources de base, qui sont peut-être un peu en décalage par rapport au cours des matières premières qu'on a vu remonter quand même ces derniers temps? Alors nous, le secteur pétrolier, on n'a pas le droit. Donc, comme ça c'est fait, c'est réglé. Mais en tant qu'observateur, alors. En tant qu'observateur. En tout cas, non, ce qui est clair, c'est que ce qu'on voit, ce qui est en train de se dessiner en Europe, c'est qu'on a fait, et pas qu'en Europe d'ailleurs, c'est qu'on a fait un point bas sur les PMI manufacturiers. Okay. Ouais. Partout dans le monde, on a eu un bottom manufacturier, on arrive au bout du cycle de déstockage, et que ça a quand même des implications. Et une des implications, c'est notamment aussi la demande pour les métaux, etc. On revient sur des secteurs qu'on a boudés pendant pas mal de temps, parce qu'il y avait la concomitance d'une faible demande chinoise, d'une consolidation manufacturière, d'une moindre consommation de biens par rapport à la consommation de services. Donc tout ça est en train de se rééquilibrer et progressivement de repartir. Donc on revient effectivement vers du bien physique. Qui présente des valorisations attractives. Alors on a parlé effectivement du cuivre, là, qui est vraiment le usual suspect, parce qu'on a retapé les $10 000. Il y a eu plein de choses qui ont aussi concouru à la pénurie sur le cuivre. Personne ne s'attendait non plus à ce que le Panama ferme des mines. Enfin, il y a toujours des problèmes d'offres. Oui, il y a toujours en face de ça des sujets d'offres, effectivement. Mais effectivement. Et je pense que on peut le jouer pour ramener ça à la façon dont on peut se positionner en bourse. On peut l'appréhender de façon plus diversifiée dans une idée un petit peu générale de rebond industriel. C'est-à-dire qu'il y a effectivement il y a les métaux, mais il y a aussi un certain nombre d'industriels cycles courts, donc qui ont des carnets de commandes assez courts, qui voient leur carnet de commandes à nouveau s'améliorer. Enfin, il y a tout un pan, et je pense que ça s'inscrit aussi dans cette idée un petit peu de diffusion, c'est-à-dire qu'on sort des monomaniacs, des super belles boîtes de qualité. On était bien planqué là, mais on en sort un peu parce que justement se dessine quelque chose progressivement. En Europe, c'est symptomatique en plus, on sort de la crise énergétique, donc effectivement ça va un peu mieux. Vous mentionniez les small mid-cap, c'est vrai que ça a tellement décoté, et si ça va un petit peu mieux en Europe, on va y revenir. Avec une ou deux baisses de taux. Voilà, avec une ou deux baisses de taux. Enfin, c'est un petit peu le cas. Je crois que le CAC Small n'a pas démérité en avril. Je crois que... Ça va mieux, ça va mieux. Non, mais je sais qu'on part de... Oui, on part de... J'ai rien dit. Non, mais je regarde de ton côté, parce que je sais la remarque que tu vas me faire. Mais le CAC Small, je crois, surperforme le CAC large au terme du mois d'avril. C'est pas arrivé depuis très longtemps, je pense, sur un mois. Mais vous parliez du private equity, des retraits de code. Nous, on n'est pas capable de payer correctement les small mid-cap sur le marché. Le private equity le fait. Enfin, il y a potentiellement un jeu de passage. Juste une remarque. Bien sûr. C'était, entre guillemets, par rapport au pétrole, en disant droit, pas droit. Donc là, le vrai sujet qu'on a, c'est notamment sur les parapétrolières, les ingénieristes comme les Technip Energy, les Subsea 7. Le problème, c'est quand tu discutes avec ces gens-là, ce sont les acteurs majeurs de la transition énergétique. Parce que c'est eux qui vont faire les installations. Et c'est eux, par exemple, Technologie, c'est eux qui gagnent plein de contrats en carbone capture.
Ils ont d'ailleurs scindé leur activité. Le groupe technique, justement, c'est pas Aker Carbon Capture qui est le pure play que tous les fonds verts avaient. Sauf que récemment, tu t'es rendu compte que ils perdent des contrats quand c'est Technip Energies qui les gagne. Ouais. Donc en réalité, ce sont ces acteurs-là qui sont des ingénieristes depuis des décennies, avec des ingénieurs, et à la fin, c'est l'ingénierie et de la gestion de projet. Donc il faut être capable d'investir sur ces sociétés, parce que c'est eux qui font la transition énergétique, en fait. Bon, bah tiens, puisqu'on est dans le sujet, allons-y quand même, Olivier, si vous voulez, sur le pétrole et gaz, les matières premières, etc. Et puis, je refaisais la liste. Bon, Linde, tout le monde connaît, groupe gazier, gaz industriel, bien sûr, allemand, toujours un groupe allemand, mais qui a choisi une cotation principale sur le marché américain. Effectivement, ils avaient fait une grosse acquisition sur le marché américain. Mais oui, mais il y a toujours une bonne raison. Oui. CRH, c'est du ciment irlandais, je crois, pareil, boum, on déplace le listing premier, la place principale de cotation aux US. CNH, c'était issu d'une fusion dans les véhicules professionnels, agriculture, etc. Bref, c'était coté en Italie, boum, ça se retrouve là aussi uniquement aux États-Unis. Bon, je vous refais pas l'histoire de Total Energy avec la petite phrase bien sentie de Patrick Pouyanné, qui est auditionné au Sénat d'ailleurs, je crois, en ce moment même. Non, mais est-ce qu'il y a un problème avec nos marchés de capitaux en Europe pour des boîtes? Linde, c'était la première capi du DAX. Alors, est-ce qu'il y a un problème? C'est pas Criteo qui se dit tiens, là. Je ne pense pas que ce soit le marché en lui-même qui pose problème. C'est plutôt le nombre d'intervenants, la profondeur, les épargnants, la réglementation, le fait que on a beau être 25 ans après la création de l'euro, il n'y a pas vraiment un marché unifié de capitaux en Europe. Enfin, c'est plus des raisons extérieures au code postal de cotation. Après, c'est vrai que si on regarde dans le rétroviseur, l'Europe, ça ne fait pas envie sur les 15-20 dernières années. C'est quand même ça la réalité. Donc, est-ce qu'on va gagner des tours de valorisation en plus en allant se faire coter sur des places étrangères? C'est pas si certain. Je pense que... C'est pas facile. C'est pas... on claque pas des doigts en disant je quitte le CAC et je suis coté New York Stock Exchange. Je suis sûr que M. Pouyanné aimerait avoir les ratios d'Exxon. Mais d'abord, je vous rappelle que c'est une entreprise française. Qui restera française. Donc elle ne pourra pas rentrer dans le S&P 500, par exemple, puisqu'il faut avoir son siège domicilié aux États-Unis. Ça veut dire qu'elle ne rentrera pas dans les ETF, ça veut dire qu'elle ne rentrera pas dans pas mal de choses quand même. Donc, soyons un peu prudents, c'est un effet... un effet de manche. Oui, effet de manche pour... Linde a basculé, d'autres ont basculé, c'est pour ça que... Parce que le centre économique du nouveau groupe Linde, il est essentiellement aux États-Unis, après le rachat d'American Product. Lafarge Holcim, c'est... Lafarge Holcim, oui, bon. Alors, le CRH, je pense que le centre... Je ne sais pas où est le centre économique de CRH, il est aux États-Unis, ou en tout cas, il est pas en Irlande, c'est sûr. Mais il y a peut-être une raison à ça. Donc, je pense qu'effectivement, il y a pas mal de cas plutôt défavorables. On a gagné un double listing de Coty, on a gagné deux, trois petites choses à gauche, à droite. Donc, il ne faut pas non plus sombrer dans le défaitisme. Mais je pense que ce n'est pas dû au marché en lui-même, c'est vraiment dû à l'environnement réglementaire et la non-unification des marchés de capitaux qui fait que, par moment, quand on est un groupe vraiment mondial et dont le centre économique n'est plus la zone euro, il y a d'autres endroits où c'est plus intéressant de se faire. Oui, mais ça veut dire que c'est pas anodin de voir le discours tenu par Patrick Pouyanné. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit, évidemment, au moment où le dossier de l'Union des marchés de capitaux est sur la table de tous les ministres des Finances de la zone euro aujourd'hui. Sophie ? Il y a peut-être aussi une relative défiance vis-à-vis de tous les labels ISR de ce monde, qui sont principalement européens. Et quand on voit la levée de bouclier aux États-Unis, je dis peut-être qu'il sera mieux accueilli là-bas. Il faut le dire, il y a eu aussi le choc de la refonte du label ISR. Qui devait normalement pouvoir permettre à Total d'être encore dans des fonds labellisés ISR et qui, en dernière minute, s'est fait sortir. Pour dire les choses un peu brutalement. Ma réponse tout à l'heure à la question est valable depuis ce mois. C'est-à-dire que c'est la refonte du label qui nous met dans cette situation-là et peut-être aussi explique en partie... Et la déception, c'est qu'il n'y ait pas eu de label de transition, parce que c'était ça. Qui a un label plus vert que vert, tout le monde est d'accord. Et qu'il y ait des fonds qui
qui est pour but d'investir dans un univers plus restreint, plus contraint, il n'y a aucun problème. Mais ne pas avoir fait de label de transition simultanément, ne pas avoir encouragé des intensités différentes, c'est là où, à mon avis, effectivement, comme dirait M. Pouyanné, on a livré total au fonds de pension américain, c'est sûr. On avait émis l'idée d'avoir une échelle un peu gradée quand même, Exactement. un label ISR, vert foncé, vert clair, enfin je sais pas comment... oui, listing, délisting. Si, ça m'intéresse quand même. Là, sur les introductions en bourse, votre regard. Bon, à la fois, il y a eu tout le drama Believe, qui finalement permet quand même de maintenir le titre coté aujourd'hui. Bon, le PDG estime que 2 ans après, ça vaut plus 19,50, ça vaut 15. Et il y a eu quand même le retour de quelques... Moi, je l'aime bien, mais il exagère un peu quand même. Mais c'est comme ça que je le formule, moi. Oui, lui, je le dis sans doute pas comme ça, mais en tout cas, il y a 21, ça valait 19,50 à l'introduction en bourse. 2 ans après, il fait une offre avec son consortium, mais ça vaut plus que 15. Il le formule pas, mais en tout cas, il paye 15. Mais il a raison, ça marche. Mais en partie. Mais en fait, et puis Planisware et d'autres là. Est-ce qu'il y a une fenêtre quand même qui est... Il y a plusieurs sujets. Déjà, le vrai sujet, c'est que Believe est une des rares IPO qui a tenu son business plan, qui a même fait mieux que ce qui était prévu au départ. Non, mais c'est vrai, je sais. C'est ce que vous dites. Et en réalité, la plupart des IPO, la raison pour laquelle ça marche pas, c'est qu'elles n'exécutent pas. Donc il y a 2 sujets. Il y a un effet sélection qui, pour l'instant, par le marché, n'a pas été top ces dernières années. Et la raison étant qu'il y a des gens qui payent plus cher, et c'est le private equity qui paye plus cher, et qu'en fait, on s'est retrouvé à avoir en bourse certaines boîtes que le PE voulait peut-être pas sortir. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Donc en réalité, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, Planisware, c'est pas fait l'année dernière, et c'est fait récemment avec succès, mais entre-temps, ils ont un peu baissé le prix aussi. C'est-à-dire que la fourchette, le bas de fourchette est devenu haut de fourchette. Et ça a permis au titre de monter de 25% le premier jour. Et bizarrement, ça a marché. Et là, on a vu avec CVC, ça a bien fonctionné. La Pouig a l'air bien partie. Donc, là, il y a plusieurs IPO, mais c'est des sociétés plus grosses, en fait. La réalité aussi, c'est qu'il y a un effet taille Donc, ça veut dire qu'on reste privé très longtemps, plus longtemps qu'avant, et qu'on va sur le marché public. En fait, c'est qu'aujourd'hui, le back to private, il va y en avoir beaucoup, parce que le marché ne paye pas. En ce moment, on refuse de payer des boîtes. On voit que la Trigano doit être au plus bas historique en valeur relative, alors qu'il ne démérite pas. Mais je pense qu'il y a malheureusement une espèce de no man's land en ce moment sur les boîtes de moins d'1 milliard d'euros qui se retrouvent avec tout simplement un désert d'investisseurs. Parce que des gens qui étaient mes petits copains il y a 5 ans sur l'univers de la micro-small, en fait, ne sont plus là. Ou bien t'expliques qu'ils ne font plus de boîtes de moins d'1 milliard, ou bien ils ne font pas de boîtes... On fait pas d'IPO. Ou bien pas couvertes par 3 analystes. Le fait de pas faire d'IPO, il y a toujours eu des gens qui font pas d'IPO. En fait, il y a toujours des philosophies différentes. Est-ce que je vais au primaire? Est-ce que j'y vais pas? J'ai posé une question sur, depuis le 1er janvier, de 31 décembre 2021, donc jusqu'à il y a un mois, on a fait ça il y a un mois, je crois que le CAC MS fait plus 2. Mid and small, ouais. Donc le CAC MS sur la période fait donc 22-23 year to date. Le CAC MS fait plus 2. Les capis supérieurs à 5 milliards du CAC MS font plus 40. Ça représente à peu près 30% de l'indice. Les capis inférieurs à 150 millions font moins 85. D'accord. Les capis entre 150 et 500 font moins 65. Donc en réalité, donne-moi ta capis médiane, je donne ta perf. Et la réalité, et ce qu'on a vu, c'est que tu as plein de fonds small qui aujourd'hui t'expliquent qui font des boîtes à 15 milliards de capis. C'est ça. Donc en fait, il y a eu une espèce de montée en taille des gens qui fait que en fait, il y a très très peu de gens qui s'intéressent sur des micros, quoi. Sur micro-cap. Mais je te parle même en dessous de 1 milliard, quoi. Donc c'est le vrai sujet là. Et le PE le fait très bien maintenant. Sur la dimension introduction en bourse, là, il y a une fenêtre. Les opérations qu'on a vues en Europe, oui, c'est prometteur pour la suite, selon vous, Olivier? Oui, parce qu'on vient d'un tel désert que, à part Douglas qui n'a pas marché, tout a globalement fonctionné à peu près. Je pense que le prix, quand même, reste une des composante essentielle du succès d'une IPO. Faut bien voir que les dernières IPO, c'était quand même des fonds de private equity qui sortaient leur participation à des plus hauts de valorisation historique, à avoir tout mis au carré dans les boîtes. Donc c'est difficile de faire des plans de croissance par la suite. Donc moi je pense que si on veut redynamiser le marché des IPO et donc des small et mid cap, il faut déjà que
les IPO soient raisonnables en termes de prix. Que tout le monde redescende un peu. Que tout le monde, il faut que l'investisseur, à un moment ou à un autre, pour s'intéresser, il faut quand même qu'il ait un espoir de faire de l'argent et que ce ne soit pas que les dirigeants et les fonds de private equity qui sortent, qui se fassent de l'argent sur l'histoire. Et si on arrive à remettre un peu ça, ça recréera une dynamique. Mais ça va prendre assez longtemps, parce que je suis assez d'accord avec Sébastien, le marché micro et small, il est sinistré en termes de gens intéressés par ce marché, en termes même de communication financière. En plus, MIFID ne nous a pas aidés. Tout ça a créé quand même un climat qui n'est pas très propice. On a vu quand même, et je le dis depuis 6 mois, mais pour l'instant ça ne se provoque pas dans les prix, on a vu l'arrêt des sorties dans nos fonds chez nous. Ouais, d'accord. C'est pas que ça achète, mais en tout cas ça vend plus. Ouais. C'est déjà... les allocations sont à zéro de toute façon. Les allocations sont, au minimum, donc il reste que les croyants. Ouais. Sophie, si les IPO ça vous intéresse, sinon il nous reste 2 minutes, je voulais bien dire un mot du yen. Je sais pas, c'était un peu l'événement de la nuit, ce qui nous a tous réveillés ce matin. On a vu le move du yen entre 150 et plus de 160. Alors on se disait, ils interviennent à 150, puis non. On se disait, c'est 155, puis non. Et maintenant, c'est 160. Et puis oui, probablement. Et puis oui, sans doute. Non, c'est la variable d'ajustement, effectivement. On s'attendait, puisqu'il y a des rumeurs d'intervention depuis maintenant à peu près... une semaine, et puis le yen ne réagissait pas. On était assez surpris. On se disait, mais c'est quand même bizarre. Le yen ne réagit pas. Et puis, effectivement, là, on vient d'avoir une réaction assez notable. Je pense qu'il y a quand même un moment qui devient contre-productif. C'est-à-dire que les entreprises japonaises, les grandes entreprises japonaises, ont énormément bénéficié de la dépréciation du yen, que ce soit pour le rapatriement de résultats ou en termes de compétitivité relative. Mais là, on arrive à un niveau contre-productif pour l'économie. La consommation, etc. Donc là, la Banque centrale japonaise, maintenant, effectivement, commence à dire... en tout cas, on est dans le discours, mais on va probablement, à un moment, effectivement, avoir une intervention. Ce qui n'est pas évident à comprendre, c'est que c'est au moment où la Banque du Japon lance la normalisation de sa politique monétaire qu'on voit le yen... Alors là, c'était une journée particulière, marché férié au Japon, il n'y avait personne, pas de liquidité, mais bon... Et qu'on voit le yen s'envoler au plus bas. Non, mais dans le même temps, on repousse la baisse de taux américaine. Il n'y a plus que 25 points de base. Le différentiel de taux reste monstrueux. Voilà. Il n'y a plus que 25 points de base de hausse anticipée dans les courbes. Enfin, en réalité, la trajectoire du yen, elle est aussi expliquée en partie par la force du dollar. On l'a vu sur d'autres devises. On l'a vu sur d'autres devises émergentes, et notamment, typiquement, la Banque d'Indonésie qui a été contrainte de monter ses taux. Donc là, il y a quand même ce passage est un petit peu déstabilisant pour un certain nombre de devises. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Sophie Chevelier, d'Orval Asset Management, Olivier de Béranger, la financière de l'Échiquier, et Sébastien Lalvé, Arbevel. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la souveraineté et de la souveraineté européenne. Précisément, nous en parlons avec Raphaël Thuin, qui est responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikehau Capital. Bonsoir Raphaël. Ravi de vous retrouver. Vous êtes là dans ce quart d'heure thématique parce que Tikehau a initié une nouvelle stratégie donc sur les marchés cotés, stratégie action, qui s'appelle European Sovereignty Fund, qui a été lancée en décembre, je crois, enfin en tout cas il y a quelques mois, fin décembre, Raphaël. L'idée de la souveraineté est déjà présente depuis longtemps dans les investissements de Tikehau. Enfin, je veux dire, cette stratégie vient parachever même peut-être un travail de fond qui est mené depuis des années et qui se retrouve dans les stratégies que vous menez sur toutes les classes d'actifs et l'univers d'investissement qui s'offre à vous aujourd'hui, Raphaël. Absolument. C'est un champ d'action assez naturel chez nous. Ça fait 20 ans qu'on existe cette année. Et ça fait 20 ans qu'on fait quoi ? Qu'on finance les petites et moyennes entreprises, en particulier européennes. On capture d'ailleurs à ce sujet l'épargne internationale. Plus de la moitié de notre épargne capturée l'année dernière venait de l'étranger. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette épargne ? On investit en Europe. Plus de 90% de ce qu'on fait, c'est investir en Europe. Donc cette souveraineté, cette idée de souveraineté, de résilience, d'autonomie de l'Europe, elle résonne beaucoup chez nous. Et à ça, c'est rajouté au fur et à mesure des années des lancements de fonds sur la dette privée, sur le private equity, autour de la cybersécurité. On a le plus gros fonds de cybersécurité en Europe. Autour de la transition énergétique, le
premier fonds dédié à la transition énergétique sur le private equity. Donc voilà, on est effectivement sur une thématique qui résonne beaucoup chez nous. Ouais. Je reviens sur le chiffre que vous avez donné, Raphaël. La moitié de votre collecte de 2023 a été faite à l'international, en dehors d'Europe. Et 90% de vos investissements aujourd'hui, pas juste sur les marchés de capitaux, au global, sont investis aujourd'hui en Europe. Les clients du monde entier viennent vous chercher pour investir aujourd'hui en Europe. Absolument. Non, mais je veux dire, dans la résonance médiatique du moment, on se dit, tiens, j'ai envie d'investir partout, sauf en Europe. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un truc... Et écoutez, c'est peut-être ce qu'on peut se dire, mais il y a beaucoup d'investisseurs internationaux qui se disent c'est ça. Et c'est ça. Ils se disent que l'Europe, finalement, a beaucoup d'atouts, qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut se diversifier du risque dollar et qu'on a un peu peur de ce qui se passe en Asie, il n'y a pas beaucoup d'autres options, et qu'en plus de cela, l'Europe traite à une décote historique qui est massive. Donc finalement, lorsque vous alignez un petit peu les critères, vous vous retrouvez avec des possibilités d'investissement qui sont très attractives. Et les plus grands investisseurs internationaux, à l'Est comme à l'Ouest, aujourd'hui regardent l'Europe et viennent nous voir pour ça. Comment vous avez défini ce concept de souveraineté européenne ? Il y a évidemment la dimension politique attachée à cette notion de souveraineté, mais quand on se place sur l'investissement et l'investissement thématique, comment vous avez défini le périmètre et le concept même de souveraineté ? Alors le point de départ, l'intuition, c'est le constat que à la suite des années Trump, à la suite de la pandémie du Covid, de la guerre en Ukraine aujourd'hui, l'Europe se réveille avec un mal de tête. On est fébrile, on est fragile, on est très dépendant de grands acteurs internationaux, assez souvent inamicaux à notre égard, sur des industries stratégiques capitales pour notre développement. On va parler de la pharma, on va parler de la défense, on va parler des infrastructures, on va parler de la transition énergétique. On est pour chacune de ces grandes thématiques très dépendant de l'extérieur. Et donc, face à ce constat, l'Europe a choisi de se réarmer, de se réoutiller, d'investir dans son avenir à travers des grands déploiements de plans de capitaux publics et privés, et que peut-être aujourd'hui, finalement, pour l'investisseur, on est en train d'assister à l'émergence d'une méga tendance. Ça veut dire que pour vous, l'objectif, c'est quand même de suivre là où va l'argent public destiné au réarmement, comme vous dites, Raphaël. En tout cas, c'est pour vous un guide. C'est un guide, c'est le début d'une tendance selon nous. On voit effectivement ces plans d'investissement massifs qui vont porter les champions européens. On peut en citer quelques-uns si vous voulez. On a en particulier le Repower EU Act, qui est un plan de 300 milliards d'euros d'ici 2027, donc c'est gigantesque, on parle de sommes faramineuses, qui est dédié à la transition énergétique, à la désensibilisation de nos économies vis-à-vis du fossile, et du fossile russe en particulier, donc 300 milliards. Vous prenez le InvestEU Fund, encore un anglicisme, désolé, mais c'est son nom. C'est l'Europe. C'est l'Europe. InvestEU Fund, c'est 372 milliards d'euros à déployer sur l'innovation, la tech, la transition digitale. Là aussi, des montants qui sont faramineux. Et un autre, par exemple, Act, il y en a beaucoup d'autres, on voit tous les jours dans les journaux, mais qui est assez symptomatique de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le EU Chip Act, qui consiste à aujourd'hui financer la production de semi-conducteurs en Europe. Les semi-conducteurs, on sait, c'est stratégique pour le développement de nos économies. Nous ne produisons en Europe que 10% de la production mondiale, et avec ces plus de 40 milliards dédiés à ce plan, on compte en Europe doubler cette production à 20% d'ici 2030. Donc là, c'est vraiment sur des montants qui sont très importants et pour lesquels on imagine les grands champions nationaux et européens devraient pouvoir bénéficier. Je mets de côté les questions de gouvernance européenne, mais en termes de montants, comme vous le dites très cliniquement, on n'a pas à rougir de l'argent, en tout cas disponible, mis sur la table, à disposition pour ces projets en Europe par rapport à ce qui est fait ailleurs dans le monde. Absolument, et on ne va pas tomber dans la sinistrose, on doit se réjouir de cette prise de conscience. Aujourd'hui, elle existe, c'est une tendance sur le long terme, et encore une fois, en termes d'entreprises, de qualité, champions internationaux sur ces différentes thématiques, l'Europe est également bien outillée. Bon, concrètement, effectivement, quels sont les grands segments d'investissement qu'on va retrouver dans ce fonds dédié à la souveraineté européenne ? Vous les avez déjà cités. Alors, il y a la santé. Réarmement, c'est aussi le réarmement militaire et de défense. C'est ce qu'il faut comprendre, par exemple, aussi, Raphaël ? Absolument. Donc, on en a défini 7. Je vais vous épargner la liste. On va regarder certains plus
symbolique. Effectivement, la défense est incontournable. Ouais. Quel est le budget de la défense aujourd'hui en Europe? C'est 1,3% du PIB. On s'est engagé à faire 2% vis-à-vis de l'OTAN. On veut en fait plus que aller au-delà. Et donc, il y a un travail d'investissement qui est colossal et qui doit pouvoir bénéficier des grandes entreprises européennes. Je vais vous donner un chiffre qui est fascinant. On a évidemment des grands champions internationaux en Europe. 80% de nos dépenses d'équipement militaire en Europe sont passées auprès d'entreprises non européennes. Oui. Donc là, on se tire une balle dans le pied. Il y a une volonté politique de changer cet état de fait. Des entreprises comme Rheinmetall en Allemagne sont des champions internationaux. En France, on est aussi servi avec, par exemple, Thales, avec Dassault Aviation. Tout ça sont des grands champions qui vont bénéficier de ces grands plans de déploiement de capitaux. Prenez Rheinmetall, depuis qu'on a lancé le fonds, l'action est en hausse de 80%. Manifestement, il se passe quelque chose. Ça, c'est la défense. On va parler de la pharma. Effectivement, souvenez-vous le Covid, on ne trouvait plus de Doliprane, on ne pouvait pas produire nos masques, on n'arrivait pas à faire de tests de laboratoire. On a des champions aussi en Europe pour faire face à cette problématique. Novo Nordisk en est un, évidemment, plus de 500 milliards de capitalisation boursière, un champion. Mais plus près de nous, Sartorius en Allemagne qui fait des équipements médicaux. En France, on a Biomérieux qui, vis-à-vis de cette capacité de diagnostic, va probablement bénéficier aussi de ces grands plans internationaux. On est encore une fois bien outillés et on a des champions qui doivent, sur le long terme, profiter de cette manne. J'irai plus vite sur le reste. On parle de transition énergétique. Oui, mais transition énergétique, on est là aussi perçus comme des champions mondiaux quand même dans ce qui se fait aujourd'hui et ce qui peut se faire demain, Raphaël. On a des champions mondiaux, on a des entreprises de très bonne qualité, très bien positionnées. Je disais Air Liquide, Iberdrola en Espagne, il y en a d'autres, Tomra en Norvège. Et dans ces conditions, là encore, on va avoir des véhicules d'investissement d'entreprises qui globalement cotent pas très cher. On est sur cette décote européenne un peu systémique, moins chère que leur équivalente américaine, et qui ont cette capacité de pouvoir bénéficier de cette méga tendance. Donc pour l'investisseur, on doit pouvoir trouver de la valeur là. On va parler peut-être aussi de la tech. On n'est pas des champions de la tech quand on se compare aux États-Unis, mais on a des champions internationaux. ASML, entreprise extraordinaire qui a un monopole sur la lithographie des plaquettes de semi-conducteurs. Donc, comment on produit un semi-conducteur? On a une machine de 300 millions d'euros qui grave au laser les différentes plaquettes. Et l'entreprise phare pour faire cela, c'est ASML aux Pays-Bas. Qui vend des machines plus chères que les avions qui les transportent. Hein. C'est toujours le chiffre qui marque les esprits, effectivement. Ouais. Bon, il y a tous ces thèmes-là, effectivement. Alors, peut-être, quels sont les autres? Oui, digital, numérique, industrie, défense, transition énergétique, santé, infrastructure. Là, ce dont on parle dans les journaux, c'est une consolidation de la place financière européenne, des marchés de capitaux européens. Ça entre aussi dans la thématique d'investissement. Ça va rentrer dans la thématique. On voit des plans de développement de cette place financière européenne. Deutsche Börse pourrait être un véhicule, par exemple. Là encore, on est vraiment sur cette thématique de captation de ces plans de déploiement. Encore une fois, à un moment où l'Europe n'est pas chère, souvenez-vous, le marché action européen est le plus décoté de son histoire en relatif aux États-Unis. Et ces entreprises que je vous cite sont des entreprises de très grande qualité. Des leaders mondiaux. Donc pour l'investisseur aujourd'hui, pour nous, c'est l'émergence d'une méga tendance et c'est une opportunité. Comment vous caractérisez le fonds? C'est un fonds croissance forcément. Enfin, quelles sont les caractéristiques pour vous de ce fonds? Alors sur quelques mois d'existence, mais dans votre idée, comment ce fonds doit se comporter pour un investisseur ou un allocataire, Raphaël? Alors le mot clé, et ce qui est d'ailleurs propre à tout ce qu'on fait chez Tikehau, c'est qualité. Nous, on fait de la qualité, on investit dans les meilleures entreprises de la cote, sur ces segments bien définis. Donc ça va être le premier critère sur lequel on ne transige pas. Ce n'est pas un fonds thématique fourre-tout, on va mettre des dizaines de valeurs parce qu'elles ressemblent de près ou de loin à ce qu'on veut faire. On va être très sélectif sur la qualité. On va essayer de maintenir des niveaux de valorisation qui sont raisonnables. Deuxième contrainte. Et encore une fois, coup de chance, en Europe, globalement, on est moins exigeant qu'aux États-Unis en termes de valorisation. Et puis, troisième critère, il va falloir évidemment correspondre très précisément à ces grandes industries stratégiques très définies. Il faut que ces entreprises, si effectivement... C'est la pureté du thème, c'est ça, hein.
Exactement. Ouais. Donc concilier la qualité, la valo et la pureté, c'est vraiment l'objectif de ce fonds et on doit être très exigeant de ce point de vue-là. Bon, fonds Action européenne, évidemment, ouvert, j'imagine, sur tous les supports, hein, c'est ça PEA, Raphaël Oui. assurance vie, compte titre, habituel. La souveraineté européenne, c'est pour tout le monde. Merci beaucoup, Raphaël. Raphaël Thuin, responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikeo Capital, avec nous sur ce thème de la souveraineté européenne. Voilà pour cette édition de Smart Bourse ce soir. Retour demain 17h en direct et bien sûr en replay sur bismart.fr.